Un village dans les montagnes subissait des attaques constantes d'infanterie de rang S alors, ils ont dépensé toutes leurs économies pour engager un groupe de rang SS afin de le vaincre. Les membres de Flamin Dragonfang sont parmi les aventuriers les plus forts du monde, chacun avec ses propres forces uniques. Mais il y a Kurt, dont le seul talent est de faire des corvées. Il se cache derrière un mur pour éviter de se blesser. Cependant, Kurt est la première personne que le Fantrir attaque dès son arrivée, ce qui le projette en l'air. Les autres membres du groupe se préparent au combat. Goldnova ordonne à Bandana de maîtriser le Fantrir. Alors, elle sort son fil et l'attache, mais une seconde plus tard, le Fantrir lui brise le dos contre un mur. Normalement, Bandana serait condamnée à un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Mais avec Marlefil dans l'équipe, elle est soignée en quelques secondes et retourne au combat. Elle utilise un arbre pour s'ancrer au sol, offrant à Goldnova une ouverture pour viser la tête du Fantrir. Il saute alors et l'enflamme avec son épée magique. Les villageois sont si heureux de la défaite du Fantrir qu'ils préparent un festin pour le groupe, même si le village est presque ruiné. Mais Goldnova déteste absolument cette nourriture paysanne. Il ordonne à Kurt de lui préparer un vrai repas à la place. Bandana, elle, lui demande de faire quelque chose de spécial, car c'est le dernier jour où ils pourront profiter de la cuisine de Kurt. Kurt ne comprend pas ce qu'ils veulent dire par là. Alors, il demande une explication à Goldnova, qui lui annonce qu'à partir d'aujourd'hui, il est viré. Kurt ne comprend pas pourquoi il le renvoie. Il demande à Goldnova « Yo les amis !» 95,6% d'entre vous regardent sans s'abonner. Vous êtes des ninjas ou quoi? Un petit clic, c'est gratuit et ça me motive à fond. Allez, rejoignez la team, et maintenant, place à la vidéo. Il a fait quelque chose de mal, mais celui-ci répond que le problème est que Kurt n'en fait pas assez. Certes, il s'occupe des corvées du groupe, mais à part ça, il est complètement inutile au combat. Les groupes ne peuvent avoir que 4 membres. Donc, s'ils veulent renforcer leur équipe, ils doivent remplacer Kurt par un mage puissant, ou au moins quelqu'un qui peut se débrouiller en combat. Kurt les supplie de le laisser rester dans le groupe, mais Goldnova lui donne un coup dans le ventre, parce qu'il en a assez d'entendre ses pleurnicheries. Ils n'ont plus besoin de lui, un point c'est tout. Le lendemain, Kurt quitte le village seul, sans destination et avec un portefeuille plus vide que l'abîme. Il finit par arriver dans la ville de Samara. Il ne lui reste que quelques pièces, alors il doit absolument trouver un travail rapidement. Il trouve une agence d'intérim et décide de tenter sa chance. Il entre et est accueilli par la réceptionniste. Elle lui demande s'il est là pour embaucher ou chercher un travail. Après que Kurt lui explique qu'il cherche un emploi, elle lui annonce qu'elle devra mener un entretien et un test d'aptitude. D'abord, elle demande des informations basiques comme son nom, son âge et son village d'origine. Il lui répond « Je m'appelle Kurtkin, j'ai 15 ans et je viens du village de Haas, dans les montagnes Chine. » Kirchel ignorait qu'il y avait un village dans ces montagnes, mais passons. Elle lui demande quelles ont été ses expériences professionnelles. Kurt lui explique qu'il faisait partie de Flamin Dragonfang, mais qu'il ne faisait que des corvées pour eux, et qu'il a récemment été viré. Kirchel est surprise d'apprendre que Kurt faisait partie d'un groupe de rang S même s'il n'a pas beaucoup contribué. Voir le nom du groupe sur son dossier l'aidera sûrement à trouver un nouveau travail. Kurt est ravi de l'entendre. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à passer le test d'aptitude pour que Kirchel puisse déterminer ses forces et ses faiblesses. Dans ce monde, les aptitudes sont des dons accordés par Dieu. Et si Kurt a de la chance, il pourrait découvrir un talent caché aujourd'hui. Les aptitudes sont classées de rang F jusqu'au rang triple S, et la différence entre les rangs est si grande qu'une personne avec une compétence d'épée de rang F pourrait à peine soulever une épée, tandis que quelqu'un avec un rang A pourrait fendre un rocher en 200 efforts. Kurt est impatient de découvrir s'il a un talent, mais malheureusement, toutes ses aptitudes de combat sont rangées F. Il n'a donc aucun espoir d'exercer un rôle combatif. Kurt perd immédiatement tout espoir, mais Kirchel lui dit qu'il pourrait encore avoir une bonne compétence artisanale, comme l'alchimie ou la forge. Cependant, le technicien qui s'occupe de ces tests est en vacances, alors Kurt devra revenir la semaine prochaine pour être évalué. Kurt lui répond qu'il ne tiendra pas jusque-là, parce qu'il est à un pain près de la ruine. Il a donc vraiment besoin d'un travail aujourd'hui. Kirchel comprend la situation de Kurt et lui demande d'essayer de soulever un des sacs de sable là-bas. Kurt tente sa chance, et dès qu'il pose les mains sur le sac, il ressent une étrange sensation, comme si le sable avait drainé un peu de son mana. Quoi qu'il en soit, il soulève le sac, et comme il est assez fort pour ça, Kirchel estime qu'il pourrait faire du travail dans le bâtiment. Elle lui explique que le margrave de Técon recrute actuellement des ouvriers pour réparer les murs de la ville. Alors, Kurt pourrait y trouver un emploi si elle lui écrit une lettre de recommandation. Kurt est reconnaissant pour son aide et part immédiatement rencontrer le margrave. Le margrave voit la lettre disant que Kurt veut travailler ici, mais il ne pense pas vraiment que Kurt ait l'air capable de faire du travail de construction. Cependant, il a besoin de toutes les mains disponibles, alors il décide de lui donner une chance. Il lui dit de préparer du ciment et de l'utiliser pour réparer le mur. Son salaire sera déterminé par la quantité de travail qu'il fournit. Le margrave reviendra plus tard pour vérifier l'avancée de Kurt et lui dit qu'il ferait mieux de se mettre au travail rapidement, car s'il n'a pas utilisé au moins un demi-haril de ciment à son retour,
son salaire sera minime. Kurt veut poser une question, parce que le margrave n'a rien dit sur le fait d'infuser du mana dans le ciment pour le renforcer, mais il décide de se taire, car c'est probablement une connaissance commune. Malgré tout, il est surpris que le quota ne soit que d'un demi-haril de ciment, car cela semble beaucoup trop facile. Alors, Kurt décide d'utiliser autant de ciment que possible avant le retour du margrave. Lorsque le margrave revient, il est choqué de voir que Kurt a déjà terminé toute une section du mur. Kurt s'excuse, parce qu'il aurait pu faire plus, mais il a manqué de ciment à mi-chemin. Le margrave a encore du mal à croire que Kurt a réparé plus d'un tiers de l'énorme mur ouest. Alors, il lui demande comment il a réussi à réparer le haut du mur. Kurt explique qu'il a juste lancé le ciment là-haut et utilisé un bâton pour lisser. Normalement, le margrave aurait traité Kurt de menteur, parce que cela semble impossible, mais Kurt a clairement réussi. Il doit donc dire la vérité. Il demande à Kurt combien de temps il compte travailler ici, et Kurt répond qu'il a juste besoin de ce travail pour une semaine. Cela ravit le margrave. Il lui dit qu'il a assez travaillé pour aujourd'hui et peut rentrer. Le margrave n'a pas assez d'argent sur lui pour payer Kurt pour tout son travail. Alors, il lui donne une petite bourse et promet de lui envoyer le reste via l'agence d'intérim. Kurt est stupéfait, parce que même cette petite bourse contient plus d'argent qu'il n'en a jamais gagné avec le groupe de héros. Les jours suivants, Kurt continue de travailler dur sur la réparation du mur, mais soudain, le margrave lui annonce qu'il est viré. Kurt demande pourquoi, et le margrave explique que les réparations du mur étaient censées fournir du travail aux personnes dans la pauvreté. Mais Kurt est bien trop efficace. Alors, s'il continue, il n'y aura plus de travail pour les autres. Il n'est pas en colère contre Kurt, mais, d'après ce qu'il a vu, les capacités de Kurt sont au moins de rang double S. Sinon triple S, il ferait donc mieux de travailler dans la capitale royale ou ailleurs. Il lui donne un paiement forfaitaire en compensation pour ce licenciement soudain et s'en va. Mais Kurt a complètement mal compris la situation et pense que le margrave voulait juste se débarrasser de lui parce qu'il était un mauvais travailleur. Il retourne à l'agence d'intérim et rencontre Kirschell pour lui dire qu'il a été viré. Il faudra encore quelques jours avant que Kurt puisse faire évaluer ses aptitudes artisanales. C'est alors qu'ils entendent du bruit à l'accueil, où une fille essaie de poster une annonce de recrutement. Mais la réceptionniste lui dit que personne n'accepterait de travailler dans des conditions aussi terribles pour ce qu'elle propose. Malgré tout, la fille insiste pour qu'elle essaie de trouver quelqu'un, et elle commence à causer du désordre. Alors Kirschell s'approche pour voir le problème, sa collègue lui explique que cette fille veut recruter un mineur pour explorer une montagne inconnue. Mais elle refuse de payer d'avance et insiste pour ne payer que si l'excavation est un succès. Kirschell est d'accord pour dire que personne de sensé n'accepterait ces conditions. Alors, elle essaie de convaincre la fille de trouver des investisseurs pour développer la mine. Mais la fille répond qu'elle ne peut pas, car si elle ne paie pas ses taxes d'ici la fin de la semaine, ils lui confisqueront sa mine. C'est alors que Kurt s'approche et dit qu'il est assez fou pour accepter un tel travail. Après tout, dans son village, il aidait à l'excavation minière, alors il a pas mal d'expérience. Kirschell demande à Kurt s'il est sûr de vouloir accepter, car, avec le contrat proposé, il est tout à fait possible qu'il ne soit jamais payé. Avant que Kurt ne puisse répondre, la fille le coupe et dit qu'elle espérait en fait engager un homme costaud, pas un garçon qui a l'air si faible. Elle se sentirait mal de faire travailler Kurt. Cependant, Toin exigerait au moins 10 pièces d'argent d'avance, et la fille n'a pas cette somme. Alors, elle finit par accepter Kurt. Alors que Kurt et la fille partent, Kirschell se sent coupable de l'avoir laissé prendre ce travail, car ça ne vaut probablement pas le coup. Honnêtement, elle pense que Kurt ferait mieux de travailler dans un bordel, car elle paierait cher pour passer la nuit avec lui. Pendant qu'elle rêve à ça, sa collègue l'interpelle et lui annonce qu'un virement bancaire vient d'arriver. Apparemment, c'est le reste de l'argent que le margrave avait promis d'envoyer pour compenser le travail de Kurt sur le mur. Kirschell s'attendait à environ 50 pièces d'argent, mais c'est en fait un chèque de 200 pièces d'or, une somme énorme. Elle est tellement choquée que Kurt ait pu gagner autant qu'elle trébuche sur les sacs de sable par terre. Sa collègue lui dit de faire attention, car ce ne sont pas des sacs normaux. Ils servent à mesurer la quantité de mana d'une personne et sont censés devenir plus lourds quand quelqu'un avec une grande réserve de mana les touche. Ils ne réagissent généralement pas avec les gens normaux. Alors Kirschell peut les soulever facilement. Elle se souvient que Kurt avait eu beaucoup de mal à le faire il y a quelques jours. Elle commence à se demander s'il est vraiment un garçon ordinaire. Pendant ce temps, Kurt et Yulichia marchent dans la forêt pour rejoindre son campement. Mais, une fois sur place, Kurt est un peu inquiet, car il n'y a qu'une tente. Yulichia dit que la tente est assez grande pour eux deux, mais Kurt répond qu'il ne pourrait jamais dormir s'il était allongé à côté d'une fille aussi mignonne qu'elle. En entendant Kurt la traiter de mignonne, Yulichia se fâche, pensant qu'il essaie de la flatter. Mais Kurt dit qu'il la trouve vraiment mignonne. Yulichia réalise qu'il est sincère, alors elle se calme et lui donne une pomme de terre pour le dîner. Ce n'est qu'une simple pomme de terre bouillie, mais ça fait si longtemps que personne n'a cuisiné pour Kurt qu'il l'apprécie énormément. Il est aussi reconnaissant qu'Ulicia mange avec lui, car Goldnova et les autres du groupe de héros refusaient toujours qu'il mange dans la même pièce qu'eux. Plus tard dans la nuit, Kurt et Yulicia vont se coucher, mais Kurt a du mal à dormir car Yulicia est en sous-vêtements. Il ne pourra jamais s'endormir avec du bois dur, alors il décide de sortir de la tente et de dormir dehors. Dès que Kurt quitte la tente, Yulicia ouvre les yeux, car elle faisait seulement semblant de dormir.
Elle s'était mise en sous-vêtements exprès pour voir si Kurt était du genre à l'agresser dans son sommeil. Mais maintenant, elle sait que c'est un type bien. Le lendemain matin, Ulycia se réveille et sort de la tente. Elle trouve Kurt endormi contre un arbre et se sent un peu coupable de l'avoir fait dormir dehors. Mais elle remarque alors que sa veste est réparée. Kurt se réveille peu après, alors elle lui demande s'il l'a réparée, et il confirme. Elle est impressionnée par son talent pour la couture et commence à se demander s'il sera vraiment bon pour le minage. Mais il est trop tard pour trouver quelqu'un d'autre, alors il devra commencer à travailler. Kurt demande à Ulycia si elle a choisi un endroit pour commencer à miner, mais elle comptait juste creuser au hasard et prier pour trouver des minerais précieux. Kurt lui dit qu'elle ne trouvera jamais rien comme ça et qu'il connaît une méthode bien plus efficace. Il emmène Ulycia dans une partie de la montagne, et après avoir cherché un peu, il trouve un rocher rempli de gemmes. Ulycia est choquée qu'il ait trouvé ça si facilement. En quelques minutes, Kurt a localisé toutes les gemmes de la zone. Ulycia a du mal à y croire, car si elle vend toutes ces gemmes, elle pourra rembourser sa dette. Mais Kurt lui dit qu'elle ne peut pas les vendre. Ulycia comprend qu'il a raison. Puisque c'est Kurt qui les a trouvées, l'argent lui revient. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il essayait juste de lui expliquer que les gemmes vaudront plus si elles sont transformées en cristaux magiques d'abord. Kurt s'inquiète, mais Ulycia lui dit qu'il n'y a que 10 mages dans tout le royaume capables de faire ça. Pourtant, pendant qu'elle parle, Kurt vient juste de finir de transformer une gemme en cristal magique. Ulycia est trop stupéfaite pour parler. Non seulement Kurt a créé un cristal magique, mais il l'a fait instantanément, alors que les mages les plus expérimentés mettent au moins 1 heure pour y parvenir. Après que Kurt a fini de transformer toutes les gemmes en cristaux, il accepte qu'Ulycia aille les vendre. Elle part donc, tandis qu'il reste sur la montagne, car il a encore quelque chose à faire. Ulycia se rend à l'agence des douanes de la ville, et leur dit qu'elle veut vendre des cristaux magiques dans la capitale royale. Mais les cristaux magiques sont extrêmement précieux, alors l'agent lui demande où elle les a obtenus. Il ne la croirait jamais si elle disait qu'un garçon inconnu les a créés. Alors, elle montre son emblème de la famille royale pour qu'il cesse de poser des questions. C'est un peu un bluff, car elle ne travaille plus pour la famille royale depuis un moment, et ils ont oublié de lui reprendre son emblème. Mais ça marche, alors l'agent des douanes l'autorise à utiliser le cercle de téléportation pour la capitale. Une fois sur place, elle se rend chez une vieille amie et dit à Mimiko qu'elle a des gemmes magiques à vendre. Mimiko les examine, au premier abord, elles ne semblent pas valoir grand-chose. Mais en regardant de plus près, elle découvre qu'elles contiennent 10 fois plus de mana que la normale. Alors, ces cristaux valent 10 pièces d'or chacun. Ulycia est sans voix, car Kurt lui en a donné 50. Mimiko lui tend tranquillement un sac de 500 pièces d'or. Mais avant qu'Ulycia ne parte, Mimiko a 2 demandes. Premièrement, elle veut qu'elle promette de ne vendre ce type de cristaux qu'ici, car ce serait un désastre si des cristaux aussi puissants circulaient sans régulation. Deuxièmement, elle veut savoir le nom de la personne qui les a créés. Ulycia accepte la première condition, mais dit qu'elle ne peut pas révéler le nom du créateur sans sa permission. Mimiko, étant mage de la cour royale, essaie d'utiliser son statut pour ordonner à Ulycia de divulguer l'information. Mais Ulycia ne travaille plus pour la royauté, alors elle n'est pas obligée d'obéir. Mimiko comprend qu'elle ne la convaincra pas, alors elle lui demande au moins de s'assurer que Kurt n'aille pas dans une autre nation. Elle veut aussi qu'Ulycia lui dise que, s'il accepte de travailler pour la famille royale, Mimiko est prête à lui accorder le titre de comte et un accès complet au laboratoire de recherche royal, avec tous ses avantages. Ulycia quitte ensuite la boutique de Mimiko, et le lendemain matin, elle retourne à la montagne pour retrouver Kurt. Mais elle est choquée de découvrir que Kurt a construit une maison en son absence. Mettant cela de côté, Ulycia explique qu'une de ses amies souhaite engager Kurt comme mage royal. S'il accepte le poste, il sera traité comme un noble, ce qui lui garantira un bon salaire avec des avantages. Quoi qu'il arrive, Kurt a du mal à croire qu'on lui propose vraiment un emploi aussi impressionnant, mais Ulycia assure que l'offre est sincère. Elle lui demande ce qu'il veut faire, mais Kurt dit qu'il va décliner. Ulycia n'arrive pas à croire que Kurt refuse, car n'importe qui sauterait sur l'occasion de devenir mage royal et je suis tout aussi choquée, parce que la raison de Kurt pour refuser est stupide. Il estime qu'il ne mérite pas d'être dans une position qui le place au-dessus des autres, et il espère toujours retourner être le garçon de corvée du Flamin Dragon, même s'il doit les supplier de... Yo les amis, 95,6% d'entre vous regardent sans s'abonner. Vous êtes des ninjas ou quoi? Un petit clic, c'est gratuit et ça me motive à fond. Allez, rejoignez la team, et maintenant, place à la vidéo. Le reprendre. En parlant du Flamin Dragon, ils se font battre à plate couture par un monstre arbre. Golnova ne peut pas utiliser sa magie de feu pour une raison inconnue, alors il demande à Mar, le fils, de le soigner. Elle essaie depuis un moment, mais sa magie de guérison ne fonctionne pas comme d'habitude. Golnova demande au nouveau de lancer un sort de feu pour abattre l'arbre, mais le nouveau ne sait pas utiliser la magie de feu et c'est normalement le travail de Golnova, de toute façon. La chimie du groupe a complètement disparu sans Kurt pour les maintenir ensemble, et Bandana est la seule à réaliser que le groupe s'effondre. Revenons à Kurt. Son travail actuel est toujours d'aider Ulycia à extraire des gemmes. Il lui dit qu'il a trouvé une bonne veine de gemmes hier, dont il peut en obtenir beaucoup plus pour elle. Ulycia est reconnaissante pour son enthousiasme,
mais elle s'inquiète que Kurt soit fatigué par tout le travail qu'il a fait la veille. Cependant, il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a dormi 6 heures cette nuit. Ulycia est choquée en entendant cela et commence à faire des calculs mentaux pour comprendre comment Kurt a pu construire une maison entière et dormir 6 heures. Mais Kurt interprète cela comme une colère de Ulycia parce qu'il a trop dormi, alors il s'excuse et dit qu'il compensera sa paresse. Ulycia doit vraiment expliquer la force de Kurt à un moment donné, mais elle ne sait pas comment aborder le sujet. Alors, elle et Kurt partent simplement pour extraire plus de gemmes. Kurt emmène Ulycia à l'endroit qu'il a trouvé, et bien que cela ressemble à une section ordinaire de forêt, Kurt lui dit qu'elle devrait pouvoir trouver de bonnes gemmes ici. Il la prévient cependant de ne pas creuser au-delà de 500 mètres, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait faire accidentellement. Il commence ensuite à s'éloigner, alors Ulycia lui demande où il va. Kurt explique qu'il se rend à un autre site minier, et la rejoindra plus tard. Ulycia passe toute la journée à creuser, et en soirée, elle a enfin trouvé une énorme topaze. Elle a déposé toutes les pièces d'or des gemmes magiques sur le compte de Kurt, car c'est lui qui les a trouvées. Mais comme elle a trouvé celle-ci elle-même, elle peut utiliser les profits pour payer ses taxes. Elle pourrait probablement même convaincre Kurt de transformer cette pierre en gemme magique pour obtenir encore plus d'argent, mais elle décide de ne pas le faire, car elle ne veut pas profiter de la gentillesse de Kurt. En parlant de Kurt, elle décide d'aller voir comment il va. Et d'après ce qu'elle a vu faire jusqu'à présent, elle savait qu'il exagérerait. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait construit un système de tunnels entier en une journée. Kurt finit par sortir et dit à Ulycia que malheureusement, il n'a trouvé qu'un peu de la gemme qu'il cherchait, tout le reste n'était qu'un tas de roches inutiles, alors il prévoit de les jeter une fois terminées. Ulycia jette un coup d'œil dans le chariot de roches, et ces pierres semblent un peu trop belles pour être sans valeur. Alors, elle lui demande ce que c'est. Kurt explique que ce sont des minerais de mithril, mais dans son village, le mithril était si commun qu'ils le jetaient généralement quand ils en trouvaient. Ulycia est sans voix face à ce qu'elle vient d'entendre. En plus de se demander dans quel genre de village Kurt a grandi, elle lui demande quelle gemme il cherchait s'il considère le mithril comme un déchet. Kurt sort une petite pierre et lui dit qu'il cherchait de l'auricale. Il n'a réussi à en trouver que suffisamment pour remplir une petite boîte. L'auricale est connu comme le métal des dieux, donc même 1 gramme de cette matière vaut des millions et Kurt en a trouvé une boîte, comme si de rien n'était. Ulycia ignorait que l'auricale pouvait être trouvé dans des endroits comme celui-ci, mais Kurt lui dit, on peut en extraire n'importe où, il suffit de creuser 8 km sous terre pour l'atteindre. Ulycia décide que c'est assez pour aujourd'hui. Et comme la topaze qu'elle a trouvée couvre ses taxes, son contrat avec Kurt est terminé. Cela signifie que Kurt doit commencer à chercher un autre emploi, car personne ne lui a encore parlé de la montagne d'or sur son compte en banque. En se rendant à l'agence, Kurt croise Bandana, et il est heureux de la voir. Mais il lui demande ce qu'elle fait ici. Bandana lui dit qu'elle ne fait plus partie du Flamin Dragon, mais il y a un peu plus que ça. Après leur mission désastreuse, Golnova est allée dans un restaurant 5 étoiles pour manger un bon repas, mais comparé à la cuisine de Kurt, toute la nourriture ici a un goût de déchet. Golnova est furieux, alors il saccage l'endroit et part sans payer. En entrant dans une ruelle, il rencontre Bandana, et elle lui dit qu'il est allé trop loin en détruisant ce restaurant. Cependant, tout ce qui intéresse Golnova, c'est de manger un bon repas. Alors il ordonne à Bandana d'aller trouver Kurt et de le forcer à revenir, même s'il faut lui briser les os pour y parvenir. Golnova perd visiblement la tête, alors Bandana ne discute pas avec lui. Elle lui arrache son cristal de téléportation et s'enfuit de la ruelle. En partant, elle voit les gardes de la ville se rapprocher de l'endroit où se trouve Golnova. Et sans son cristal de téléportation, il va certainement être arrêté pour ce qu'il a fait au restaurant. De plus, Marlefil a été appelé par l'église, dont le groupe Flamin Dragon est officiellement fini. Bien qu'elle passe sous silence la plupart des détails sur la dérive de Golnova, Kurt est déçu d'apprendre que le Flamin Dragon s'est dissous, car cela signifie qu'il ne peut plus y retourner. Mais Bandana ne comprend pas pourquoi il voudrait revenir en premier lieu. Kurt explique qu'il doit beaucoup à Golnova, et il ignore toujours à quel point Golnova était un imbécile. Alors il est vraiment triste de ne plus pouvoir travailler avec lui. Bandana, quant à elle, ne s'est jamais vraiment soucié de Golnova, car il n'était qu'une couverture pour qu'elle puisse garder un œil sur Kurt. Quoi qu'il en soit, puisque Kurt se rendait à l'agence, Bandana suppose qu'il cherche un emploi. Et si c'est le cas, alors elle a la parfaite opportunité pour lui. Une de ses amies cherche quelqu'un pour l'aider dans son atelier récemment, et ce devrait être un bon job, car cette amie est une maître atelier. Il n'y a que quelques maîtres ateliers dans le monde, et ils sont tous incroyablement importants. Leur influence est comparable à celle d'un vicomte. Bandana demande à Kurt s'il veut accepter le poste, et il dit qu'il aimerait bien. Alors elle lui donne une carte et l'envoie sur son chemin. Finalement, Kurt arrive à l'atelier de la maître atelier, mais il est un peu confus, car cet endroit ressemble à une maison ordinaire. Il frappe à la porte, et une petite elfe lui répond. Au début,
Kurt est un peu choqué, car il ne s'attendait pas à ce que la maître atelier soit une si petite fille. Mais Michel explique qu'elle est en fait l'assistante de la maîtresse. Dans ce cas, Kurt lui dit qu'il est là pour un emploi. Michel est ravi de l'entendre, car elle a besoin de toute l'aide possible. Elle emmène Kurt dans la cuisine, et dès qu'il y met les pieds, il sent une puanteur infernale. Michel s'excuse pour le désordre, mais la maîtresse l'a fait travailler sans arrêt, alors elle n'a pas eu l'occasion de vraiment nettoyer. Juste à ce moment, la maîtresse appelle Michel, qui s'enfuit en demandant à Kurt de l'aider à nettoyer la cuisine. Kurt est un peu déçu, car il pensait aider la maître atelier, mais les corvées sont assez simples pour lui. Alors il se met au travail. Minutes plus tard, Kurt a nettoyé toute la cuisine, et Michel ne lui a pas vraiment dit ce qu'il doit faire ensuite. Alors il va dans les couloirs à sa recherche. Il trouve une porte dans l'un des couloirs, frappe, et une fille à l'intérieur lui dit d'entrer. Cependant, quand Kurt entre, il voit la fille pratiquement nue sur son lit. Il est embarrassé et s'excuse pour l'intrusion, mais elle ne semble pas gênée que Kurt l'ait vue ainsi. Kurt explique qu'il cherche Michel. Alors la fille lui dit que Michel est au sous-sol. Kurt s'apprête à partir pour la trouver, mais il remarque alors une marque sombre sur le ventre de la fille. Il la reconnaît comme une malédiction, alors il demande à la fille s'il peut l'examiner de plus près. Elle lui donne la permission. Alors Kurt s'approche d'elle et commence à toucher la zone maudite. Les malédictions comme celle-ci détruisent généralement les organes internes autour de la zone affectée, donc cela doit être incroyablement difficile pour la fille de manger. Mais il s'avère que son estomac est intact. Alors Kurt propose de lui préparer à manger. Pendant ce temps, Yulichia rencontre Mimiko pour discuter du mithril et de l'oricalque que Kurt a trouvé. Kurt ne les a même pas transformés en cristaux magiques cette fois, et la valeur dépasse toujours 50 000 pièces d'or. Alors Yulia commence à s'inquiéter. Elle demande à Mimiko ce qui pourrait arriver si les gens découvrent le talent de Kurt. Dans le meilleur des cas, Kurt sera kidnappé et réduit en esclavage. Pire scénario, il sera assassiné pour être une menace trop importante. Mimiko demande à Yulia ce qu'elle prévoit de faire avec Kurt. Jusqu'à présent, Yulicia a pensé à le faire devenir maître atelier. Ainsi, il aurait assez de pouvoir pour que personne ne puisse profiter de lui. Et elle prévoit de travailler comme son garde du corps. Mais faire accepter tout cela à Kurt sera difficile. Il est trop obtus pour réaliser son véritable talent, et pire encore, il se sous-estime constamment. Yulicia doit agir avant que Kurt ne s'attire des ennuis. Pendant ce temps, Kurt vient de finir de préparer de la bouillie pour la fille qu'il a rencontrée plus tôt, quand soudain, Michel et la maître d'atelier Ophélia sortent du sous-sol. Elles sont surprises de voir que la cuisine n'est plus un danger biologique, et encore plus que Kurt ait tout nettoyé en si peu de temps. Ophélia remarque que Kurt cuisine de la bouillie. Alors, Kurt explique que la fille qu'il a rencontrée dans l'une des chambres a dit qu'elle avait faim. Ophélia semble un peu inquiète que Kurt ait parlé avec cette fille, alors elle lui fait promettre de ne parler d'elle à personne. Kurt promet. Ophélia lui dit alors qu'il peut rentrer chez lui pour la journée, et lui donne 3 pièces d'argent. Kurt est surpris qu'elle le paie autant juste pour avoir nettoyé la cuisine, mais elle dit qu'il le mérite pour avoir travaillé dur, et lui demande de revenir demain. Peu après, Ophélia se rend dans la chambre de la fille avec la bouillie que Kurt a préparée pour elle. Elle lui rappelle qu'elle n'est pas censée se montrer aux autres. Cela dit, Kurt ne semble pas être une menace, alors Ophélia ne pense pas avoir à s'inquiéter qu'il révèle le secret. Liselotte n'a toujours pas mangé, alors Ophélia lui demande d'attendre un moment pendant qu'elle teste la bouillie pour du poison. Cependant, Liselotte dit que ce n'est pas nécessaire. Elle n'a parlé à Kurt que brièvement, mais son intuition lui dit que c'est une bonne personne. Et de toute façon, il n'y aurait aucun intérêt à essayer de l'empoisonner alors que la malédiction a déjà autant progressé. Elle a dû vivre sa vie en se méfiant de tout le monde, alors pour une fois, elle veut faire entièrement confiance à quelqu'un. Ophélia comprend, alors elle la laisse manger la bouillie. Mais après la première bouchée, Liselotte se met à transpirer abondamment et s'effondre au sol. Ophélia pense que Kurt a vraiment empoisonné la nourriture, alors elle s'apprête à partir pour le traquer et le tuer. Mais soudain, Liselotte se relève et dit qu'elle va bien. En fait, elle se sent mieux que jamais, car la malédiction a été brisée. Ophélia ne sait pas comment interpréter ce qui vient de se passer, car une malédiction comme celle-ci n'est pas facile à briser. Pourtant, elle a indéniablement été brisée par la nourriture cuisinée par Kurt. Au même moment, l'organisation secrète qui a placé la malédiction sur Liselotte tient une réunion. Ils viennent de découvrir qu'elle a été brisée. Ils espéraient l'utiliser pour la tuer à distance, mais maintenant, ils devront recourir à des mesures plus radicales. Plus tard dans la soirée, Ophélia et Liselotte se rendent dans la boutique de Mimiko, car elles ont quelque chose d'urgent à discuter. Liselotte retire sa capuche, et dès que Mimiko et Yulicia voient son visage, elles la reconnaissent comme la 3e princesse du royaume. Ophélia explique
Une puissante malédiction a été placée sur Liselotte pour tenter de l'assassiner. On ne sait pas qui en est à l'origine, mais Liselotte est le seul enfant du roi et de la princesse Fran, du royaume de Gurumaku. Donc, son existence est un symbole de paix entre les deux nations, et quelqu'un essaie clairement de provoquer une guerre. Mimiko est contente que Liselotte aille bien, mais elle est surprise qu'elle ait réussi à briser une telle malédiction seule. Cependant, Liselotte lui dit qu'elle ne l'a pas fait seule. La malédiction a en fait été brisée par un homme nommé Kurt. Et dès que les deux entendent le nom de Kurt, elle panique. Yulicia a encore du mal à croire que la malédiction qui l'isole depuis des années a été brisée par un simple bol de porridge. À présent, elle sait que Kurt est capable de choses folles, mais elle l'a littéralement laissé seul une demi-journée et il a fini par sauver la princesse. Il prévoit de le récompenser pour son aide, mais avant cela, Mimiko estime qu'il est crucial de retrouver la personne responsable de la malédiction. Des sorts anti-malédiction sont normalement présents dans la chambre de Liselotte, dont quelqu'un a dû les altérer avant qu'elle ne soit maudite. Seules 3 personnes du royaume avaient accès à la chambre à cette époque. Sonovariste Katz, le général de la force expéditionnaire royale, Tristan Menolf, l'évêque de l'église, et Isadora, la 3e reine du royaume. Cependant, ils ne peuvent pas accuser sans preuve. Ils devront donc recueillir des preuves tangibles avant d'agir. Ophélia propose de tendre un piège pour attirer le coupable et elle a déjà une idée en tête. Liselotte vient d'avoir 15 ans, et la coutume royale exige qu'elle quitte la maison pour s'entraîner pendant 1 an. Les responsables de la tentative d'assassinat tenteront sûrement de l'atteindre à nouveau. Alors, Ophélia prévoit de créer un faux maître d'atelier et d'annoncer que Liselotte y a été envoyée pour s'entraîner. Les assassins chercheront sûrement à en savoir plus sur ce maître pour planifier une attaque, et lorsqu'ils le feront, ils tomberont dans le piège d'Ophélia. Mais il leur faut quelqu'un avec de bonnes réalisations pour incarner ce faux maître, et Yulicia a la personne parfaite en tête. Elle montre à Ophélia l'un des cristaux magiques fabriqués par Kurt, et dès qu'Ophélia le voit, elle n'a aucun doute. C'est le cristal de la plus haute qualité qu'elle ait jamais vu. En parlant de Kurt, le lendemain, il retourne chez Ophélia pour travailler, mais en arrivant, il trouve un mot sur la porte disant qu'elle est absente. Il croise alors Michel et lui demande ce qui se passe. Michel explique qu'après son départ la veille, Ophélia est soudainement sortie avec Liselotte et qu'elles ne sont pas revenues depuis. Malheureusement, cela signifie qu'il n'y a pas de travail pour Kurt aujourd'hui, alors il quitte la maison, déçu, et se rend à la guilde pour manger. Pendant qu'il mange, il entend une conversation à la table voisine. Un groupe panique car leur porteur est tombé malade, et sans lui, ils ne pourront pas accomplir leur mission. Ils n'ont pas le temps de chercher un remplaçant. Il semble donc qu'ils devront annuler la mission. Kurt réfléchit, il est certain de pouvoir les aider. Il s'approche et se présente. Il dit avoir entendu leur conversation, et bien qu'il soit mauvais au combat, il est convaincu de pouvoir être utile comme porteur. Sinarikan a l'idée qu'un gringalet comme lui puisse faire ce travail, lui donne une tape sur la tête, puis s'excuse pour le comportement de sa sœur. Mais lui non plus ne pense pas que Kurt puisse porter quoi que ce soit. C'est un travail très physique, surtout que le groupe chasse des golems pesant plus de 200 kg. Kurt affirme qu'il peut facilement porter ce poids. Pour le prouver, il soulève Danzou sur le champ, sans effort apparent, bien qu'il porte une armure de plus de 150 kg. Kurt a clairement prouvé ses capacités. Le groupe accepte donc de l'engager. En chemin vers le lieu de la mission, il se présente à Kurt. Quand est le guerrier lourd du groupe, il a une épée mais se limite à la boxe. Danzou est un samouraï, et Sina une rôdeuse. Ils ont un autre coéquipier, mais il est malade, d'où la nécessité d'engager Kurt pour aujourd'hui. Ils disent être ravis de l'avoir dans l'équipe. Kurt les remercie de donner une chance à un incapable comme lui. Ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire, car un incapable ne ferait pas des squats avec 4 kilos pour s'échauffer. Ils mettent ça sur le compte de son humour. Le groupe continue d'avancer, mais soudain Kurt crie. Il vient d'être attaqué. Les autres se retournent pour le sauver, mais sont perplexes en le voyant aux prises avec un slim. Kurt panique, alors Sina lui dit de viser le noyau pour le détruire. Kurt tente de le poignarder, mais son couteau ne pénètre pas. Il finit par se blesser lui-même. Incapable de tuer le slim, Sina s'en occupe. Elle est stupéfaite par son incompétence. Il avait dit être nul en combat, mais pas à ce point. Kurt s'excuse pour son inutilité, mais ils lui disent de ne pas s'inquiéter, son rôle de porteur est de transporter le butin, il peut laisser le combat aux autres. Kurt a du mal à croire ce qu'il entend, il vient d'échouer lamentablement, mais ses coéquipiers ne lui en veulent pas. Cela n'a rien à voir avec son traitement chez Dragonfan, et il est ravi d'avoir trouvé des compagnons si gentils. Ils finissent par atteindre la grotte, mais il y sombre. Sina disperse de la mousse luminescente pour éclairer. Une fois la grotte illuminée, Kurt remarque des excréments sur une pierre et demande à Sina s'il doit s'en inquiéter. Elle lui répond que ce sont des excréments de gobelins, et vu leur fraîcheur, il y a probablement un nid de gobelins dans la grotte.
Kurt panique un peu. S'il ne peut pas tuer un Slim, il n'a aucune chance contre un gobelin. Mais on lui dit de ne pas s'inquiéter, car les autres peuvent s'occuper de quelques gobelins. Par contre, s'ils tombent sur une horde, ils n'auront aucune chance, et ils doivent donc éviter cela à tout prix. Ils s'enfoncent dans la grotte et arrivent à des ruines. En marchant, Kurt remarque quelque chose d'étrange sur un mur. À ce moment, Sina repère un gobelin et tente de le tuer rapidement, mais elle est trop tardive. Le gobelin a déjà appelé des renforts, et une immense horde approche par l'avant et l'arrière. Les rapports ne mentionnaient pas autant de gobelins, et maintenant ils n'ont nulle part où fuir. Sina se tourne vers Danzou pour un plan, mais dans cette situation, la seule option est de se préparer à une mort brutale. Kurt intervient et leur dit qu'il a trouvé un passage secret dans le mur. C'est une bonne nouvelle, mais même avec ce passage, ils ne pourront pas distancer les gobelins. Il leur faut une diversion. Danzou hoche la tête vers Sina, qui comprend ce qu'il lui demande. Elle emmène Kurt dans la salle secrète et referme la porte derrière lui. Kurt ne comprend pas pourquoi elle a fait cela, puisque Danzou et Kan sont restés de l'autre côté. Mais c'est ce qu'il voulait. Kan explique que les gobelins les traqueraient s'ils fuyaient tous ensemble. Alors lui et Danzou vont essayer de les attirer, pour donner à Kurt et Sina une chance de s'échapper. Kurt ne veut pas les abandonner, mais Sina lui dit qu'ils ne peuvent pas revenir. Elle non plus ne veut pas laisser ses coéquipiers, mais Kurt n'a aucune capacité de combat, et Sina est au mieux moyenne, donc il ne ferait que les ralentir. De plus, elle est sûre que Danzou et Kan trouveront un moyen de survivre. Mais c'était purement de l'espoir, car Danzou et Kan savent qu'ils vont mourir ici. Cependant, ils ne regrettent pas leur décision. Mourir pour protéger ses amis est le plus grand honneur pour un guerrier. Sina dit à Kurt qu'ils doivent bouger. Elle disperse de la mousse luminescente pour chercher une sortie, mais horrifiée, elle découvre que ce n'est pas une simple salle secrète, mais une salle de boss. Et ils sont maintenant piégés avec un dragon de fer. Pendant ce temps, en ville, Liselott veut revoir Kurt et demande à Ulycia de l'emmener à son auberge. Après que Ulycia a crocheté la serrure, elles entrent dans la chambre de Kurt, mais à leur surprise, il n'est pas là. Soudain, une voix leur dit que s'ils cherchent Kurt, il est parti en mission dans les grottes du Nord-Est. Ulycia ne sait pas qui parle et se précipite dehors pour confronter cette personne, mais Bandana a déjà disparu. Elle est confuse, mais Kurt est vraiment dans les grottes du Nord-Est, et il pourrait être en grave danger. D'après Ulycia, un programme d'entraînement pour tuer des gobelins a récemment eu lieu près de ces grottes, et certains survivants ont peut-être établi un nid dans cette grotte. Ulycia dit à Liselott d'attendre ici, car elle va aider Kurt, mais Liselott veut venir aussi. Ulycia ne pense pas que ce soit une bonne idée, car traîner une princesse dans une grotte pleine de monstres n'est pas vraiment sûr. Mais Liselott s'entraîne à la magie depuis qu'elle est enfant, et elle est sûre de pouvoir se défendre. De plus, Ulycia est censée la garder, il serait imprudent de la laisser seule. Ulycia finit par accepter, et elle se dirige vers la grotte. Grâce à la mousse fraîche sur les murs, elles savent que quelqu'un est passé récemment. Liselott lance un sort de renforcement sensoriel, et Ulycia pense qu'elle va écouter des signes de Kurt, mais Liselott se met à quatre pattes et renifle pour le trouver. Elle n'a été avec lui que 10 minutes, mais c'était suffisant pour mémoriser son odeur. Après avoir reniflé un peu, elle repère l'odeur de Kurt. Elle entend aussi un combat dans un couloir et alerte Ulycia, lui donnant un boost de stats pour qu'elle puisse aider. Danzou et Kan se battent depuis un moment contre les gobelins, mais ils ne tiendront pas longtemps à ce rythme. Heureusement, avant que l'un d'eux ne soit mortellement blessé, Ulycia s'élance et abat tous les gobelins d'un seul coup. Pendant ce temps, dans la pièce secrète, Sina tombe à genoux, vaincue, car elle ne peut pas se battre contre un golem dragon. Elle s'excuse auprès de Kurt de l'avoir entraînée dans ce pétrin, car ils vont tous les deux mourir ici. Mais Kurt lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il a déjà eu affaire à des tonnes de choses de ce genre auparavant. Il commence à marcher vers le dragon, et juste au moment où il est sur le point de le frapper, il saute en l'air et atterrit sur sa queue. Kurt utilise alors sa dague, et d'un léger coup, coupe toute la queue du dragon. Il fait de même avec tous les membres du dragon, et Sina a du mal à croire que le type qui n'a pas pu tuer un Slim arrive à vaincre un dragon aussi facilement. Elle est vraiment effrayée à ce stade, mais Kurt ne comprend pas pourquoi, puisqu'il est normal pour lui de miner des golems. À ce moment-là, Ulycia se précipite dans la pièce secrète pour voir si Kurt va bien, et elle le trouve devant une pile de pièces de golem dragon. Kurt est heureux de la voir ici et lui demande de sauver ses amis, car Danz, et Kan sont peut-être encore en danger. Mais Ulycia lui dit qu'elle a déjà sauvé ces deux-là et que, même s'ils sont un peu blessés, ils s'en sortiront. Maintenant que tout le monde est en sécurité, ils se retrouvent tous dans la pièce secrète pour discuter de certaines choses. Tout d'abord, Kan remercie Ulycia de les avoir sauvés, car ils seraient morts sans son aide. Mais Ulycia leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Plus important encore, elle a quelque chose à dire à Kurt. Pendant qu'il emporte certaines parties du dragon, elle l'informe qu'elle ouvre un nouvel atelier.
Elle lui demande s'il aimerait en faire partie, mais Kurt ne pense pas pouvoir le faire, puisqu'il travaille actuellement au sein de ce groupe. Cependant, Kan lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter pour leur groupe. L'offre de Yulicia est une grande opportunité. Il encourage donc Kurt à l'accepter, et puisque Kan et les autres sont d'accord, Kurt accepte l'offre. Yulicia mentionne également qu'elle a besoin d'engager quelques aventuriers pour protéger la boutique de l'atelier. Elle demande donc à Kan et aux autres s'ils seraient prêts à jouer ce rôle, et ils répondent qu'ils en seraient ravis. Et comme c'est une très bonne nouvelle, Kan propose de former un groupe une fois de retour en ville. En parlant de ville, Yulicia rappelle à Kurt qu'il doit faire évaluer ses capacités une fois de retour à l'agence, car elle a trouvé quelqu'un pour le faire à sa place. Quelques heures plus tard, Kurt arrive à l'agence et est présenté à Mimiko. Elle lui dit qu'elle est une mage de la cour royale et qu'elle a beaucoup entendu parler de ses compétences impressionnantes. C'est pourquoi elle est ici pour évaluer ses compétences hors combat. Une fois l'évaluation terminée, Mimiko dit à Kurt que toutes ses compétences hors combat sont de rang B, mais c'est un mensonge. D'après ce qu'elle a lu, toutes les compétences de Kurt sont de triple rang S et sa réserve de mana est plus grande que tout ce qu'elle a pu voir auparavant. Elle est heureuse que ce soit elle qui ait effectué le test d'aptitude, car ce serait un désastre national si quelqu'un découvrait la force réelle de Kurt. En fait, il devrait probablement tuer les témoins sur place, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Kirchell, puisqu'elle vient d'entendre toute l'histoire. Le lendemain, le groupe se dirige immédiatement vers la ville où l'atelier va être installé. Mais Yulichi n'a jamais précisé qui serait le nouveau maître de l'atelier, donc Kant est excité de rencontrer cette personne. Yulicia ne peut pas non plus lui dire la vérité, alors elle commence à inventer des excuses sur le champ. À présent, Senna a déjà compris que Yulicia n'a pas engagé leur groupe par bonté. Elle a commencé à agir bizarrement lorsque Kant a posé des questions sur le maître de l'atelier, donc Senna devient très méfiante. Alors qu'ils approchent de la ville, Kurt réalise qu'il s'agit de la même ville dont il a réparé le mur, et il a toujours l'impression que le margrave l'a licencié pour être un mauvais travailleur, donc il est nerveux à l'idée d'être de retour ici. Yulicia finit par conduire tout le monde à l'emplacement du nouvel atelier, mais appeler cela un atelier n'a aucun sens car il s'agit clairement d'un terrain vide. Quand lui dit qu'ils ne peuvent rien faire avec un terrain vide, et Yulicia en est bien consciente, alors elle leur dit qu'ils vont simplement attendre dans une auberge jusqu'à ce que Kurt ait fini de construire l'atelier. Elle demande à Kurt s'il peut terminer avant la fin de la journée, mais même pour lui, construire un atelier entier en une journée est totalement déraisonnable. Bien qu'il puisse probablement le finir en 3 jours, Yulicia lui dit qu'il peut prendre tout le temps qu'il veut, car elle ne veut pas le presser. S'il a besoin de matériaux supplémentaires pour l'atelier, il devrait se sentir libre de lui demander. Kurt est heureux d'entendre cela, car il a déjà une liste d'articles en tête. Alors il les écrit et demande à Yulicia de les lui procurer. Les articles sur la liste sont des choses comme de l'améthyste et des plumes de griffon. Donc Senna se demande pourquoi Kurt aurait besoin de cela s'il va juste construire un atelier. Mais Yulicia sait qu'il ne faut pas le remettre en question, alors elle dit simplement qu'elle fera de son mieux pour lui obtenir les articles, bien que cela prenne un certain temps pour les rassembler. Donc Kurt devra attendre 2 jours, et cela lui convient parfaitement. Senna ne peut toujours pas se débarrasser de son intuition que quelque chose ne va pas ici, et Yulicia commence à remarquer sa méfiance, mais elles agissent toutes les deux comme si de rien n'était pour l'instant. Yulicia dit à tout le monde de se rendre immédiatement à l'auberge pour que Kurt puisse travailler en paix, mais avant de partir, elle lui rappelle qu'il doit s'assurer de se reposer et de manger correctement. Elle lui fait promettre de revenir à l'auberge avant la nuit. Pendant ce temps, une fois que les autres arrivent à l'auberge, Yulicia les fait tous s'asseoir car elle a quelque chose d'important à dire. Jusqu'à présent, Kant et Danzo pensaient que Kurt était juste une personne ordinaire. Mais Yulicia ne peut pas garder la réalité secrète éternellement, surtout depuis que Senna a déjà vu certaines des choses folles dont Kurt est capable. Senna demande à Yulicia d'expliquer qui est Kurt, mais avant cela, Yulicia veut se présenter correctement. Elle sort son blason de la famille royale et dit qu'elle est une aventurière travaillant pour la famille royale, et que la dame assise en face d'eux est Élise, la 3e princesse du royaume. Les 3 sont tous choqués d'entendre cela, et Kant a l'impression qu'il devrait se lever pour la saluer correctement, mais elle lui dit que ce ne sera pas nécessaire. Elle cache actuellement son identité, donc elle leur demande de continuer à la traiter comme une fille ordinaire. Comme Élise est la 3e princesse, Senna demande si cela signifie que Kurt est aussi de la royauté. Mais Yulicia l'informe qu'il est une personne ordinaire. Enfin, peut-être pas ordinaire, mais il n'est pas noble. La vérité est que Yulicia n'a toujours aucune idée de qui est Kurt, mais elle sait que toutes ses compétences de combat sont de rang B, tandis que littéralement toutes les autres compétences qu'il possède sont de rang triple S. Les 3 sont sans voix en entendant cela, car les compétences de rang triple S sont pratiquement une légende urbaine. Mais compte tenu des capacités de Kurt, cela a du sens. Yulicia dit que le véritable niveau de compétence de Kurt est actuellement une information confidentielle dont aucun d'eux n'est autorisé à parler. Même Kurt n'est pas au courant de son niveau de compétence, car Yulicia et Mimiko lui ont menti et lui ont dit qu'il n'était que de rang B.
En fait, le nouveau maître de l'atelier sera Kurt, mais Ulycia n'a pas l'intention de lui dire la vérité. Senna se lève dans un accès de rage et crie sur Ulycia, car elle ne comprend pas pourquoi elle lui mentirait ainsi. Ulycia dit que Kurt ne la croirait probablement pas même si elle lui disait, mais avec tout le respect, c'est une raison stupide. Ulycia essaie de se justifier en disant qu'elle essaie juste de protéger Kurt, car si la nouvelle de ses compétences devenait publique, des gens pourraient essayer de l'exploiter. Mais d'après ce que Senna peut voir, Ulycia est celle qui exploite Kurt en ce moment. Ulycia n'a pas de réponse à cela, alors elle reste silencieuse, et Senna se tourne vers Caen, car elle ne veut rien avoir à faire avec tout ce désordre d'opération. Après un moment, Danzo demande un peu plus d'informations. Donc Lise lui dit qu'il y a quelques jours à peine, Kurt a brisé une malédiction mortelle qui avait été placée sur elle, et il l'a fait avec un bol de porridge. Quelqu'un en veut actuellement à la vie de Lise, c'est pourquoi tout ce stratagème de maître d'atelier a été mis en place. Le plan est d'attirer les assassins et de trouver la personne derrière tout cela, mais encore une fois, Kurt ne sait rien de tout ça. Cela peut sembler égoïste d'entraîner Kurt dans leur plan sans lui en parler, mais Lise et Ulycia tiennent vraiment à lui, donc elle ne voudrait jamais que quelque chose de mal lui arrive. Lise leur demande s'ils seraient prêts à garder le secret et à unir leurs forces avec elle pour assurer la sécurité de Kurt. En tant qu'aventurier, Danzo dit qu'ils n'ont aucune obligation d'obéir aux ordres d'un royal, mais Kurt est leur ami, donc ils feront tout pour le protéger. Caen ressent la même chose. Élise est heureuse d'entendre qu'ils sont partants, mais Senna pense qu'ils vont un peu trop loin, alors qu'ils ne connaissent Kurt que depuis 2 jours. Ulycia comprend ce que ressent Senna, car même si elle parle de Kurt comme s'il était un vieil ami, la vérité est qu'elle l'a littéralement rencontré la semaine dernière, et elle a encore du mal à croire tout ce qu'elle a vu ces derniers jours. Senna dit qu'elle a besoin de faire une promenade pour clarifier ses idées, avant de prendre une décision, et pendant qu'elle est dehors, elle commence à se diriger vers le chantier de Kurt, car elle pense qu'il devrait connaître la vérité sur sa force. À sa grande surprise, dans les heures qui ont suivi leur départ, Kurt a déjà fini de construire les fondations de l'atelier. Elle lui demande s'il a vraiment fait tout cela lui-même, et Kurt le confirme. Il pense que c'est normal puisque Ulycia lui a dit qu'il était de rang B, mais aucun travailleur de rang B n'aurait pu accomplir cela. La compréhension de Kurt de sang est totalement faussée maintenant, et cela n'a pas que construire une douzaine de maisons en une journée était assez normal pour les gens de son village. Donc, du point de vue de Kurt, il va beaucoup plus lentement qu'il ne le devrait. Senna ne pense toujours pas qu'il soit juste. Kulishi utilise Kurt pour construire l'atelier, alors elle lui demande s'il est contrarié d'avoir tout ce travail sur les épaules. Cependant, Kurt lui dit qu'il n'a aucune raison d'être contrarié, car il aime vraiment faire cela. À l'époque où il faisait partie du groupe de héros, il était toujours considéré comme inutile et l'ont même expulsé. Mais ici, tout le monde reconnaît à quel point il est utile et sait plus qu'il ne pourrait jamais demander. Pendant ce temps, Danzo est sur la place de la ville car il doit rencontrer un informateur important qui ressemble beaucoup à Bandana. Vous vous souvenez que le groupe de Danzo n'a engagé Kurt que parce que leur porteur était malade? Eh bien, il s'avère que le porteur Bibono était en fait un espion qui a rejoint le groupe de Danzo dans le seul but de le détruire de l'intérieur. Il a apparemment été engagé par un groupe d'aventuriers rivaux qui étaient jaloux de la réussite du groupe de Danzo. Bandana avait déjà retrouvé Bibono et fourni des instructions détaillées pour le trouver. Donc, Danzo est libre d'utiliser ces informations comme il entend. Danzo le paie alors pour un travail bien fait, et plus tard dans la nuit, il se dirige vers une taverne. À l'une des tables, il y a un crâne d'huile, et il est actuellement en train de bouder parce que non seulement la serveuse l'a regardé avec des airs dégoûtés après qu'il ait essayé de la toucher, mais son plan pour tuer le groupe de Danzo a également complètement échoué. Cependant, il a déjà un nouveau plan. Il a reçu des nouvelles que le groupe de Danzo travaille dans un atelier qui a des liens avec la 3e princesse, donc s'il est cible, il peut certainement gagner beaucoup d'argent. Danzo prend alors la parole et lui demande s'il apprécie son dernier verre. Dès que Bibono réalise que c'est Danzo, il panique et commence à s'enfuir. Bibono sprinte dans la ruelle, mais il finit par trébucher sur un fil bien placé dont il tombe au sol, tandis que Danzo s'approche lentement. Danzo avait initialement ignoré le comportement étrange de Bibono lorsqu'il s'était déclaré malade pour cette mission minière, mais maintenant, Danzo est sûr que tout cela était un piège. Bibono essaie de prétendre qu'il n'a aucune idée de ce dont Danzo parle, mais il est bien trop tard pour cela. Danzo sort son épée et frappe le cou de Bibono, mais à la dernière seconde, il décide de le laisser vivre. Il préfère ne pas avoir de sang sur les mains à cause de cela, donc il avertit Bibono de rester loin de lui et de ses amis. Sinon, la prochaine fois, il ne sera pas aussi clément. Danzo s'éloigne alors, et derrière un coin, nous voyons Bandana qui regarde toute la scène. Elle est déçue que Danzo n'ait pas fini Bibono, car il sera probablement un problème à l'avenir. Donc maintenant, elle doit s'en occuper personnellement. Cependant, avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, 2 hommes encapuchonnés apparaissent soudainement et commencent à emporter Bibono. Bandana les reconnaît comme des membres de l'escadron fantôme, qui opèrent directement sous les ordres de Mimiko.
Elle se demande pourquoi une mage de la cour royale serait impliquée dans une affaire comme celle-ci, mais ensuite, elle reçoit une lettre de son corbeau messager. C'est de son supérieur et cela lui dit d'éviter de trop interférer, car cette affaire relève de la juridiction de Marle-Fils. Encore une fois, Bandana est déçue, mais elle a des ordres clairs de laisser l'opération de Marle-Fils tranquille. Comme il n'y a plus rien à faire ici, il est temps pour elle de retourner dans la ville natale de Kurt. Mais en parlant de Marle-Fils, les choses ne s'annoncent pas bien pour elle, car elle a été capturée et est actuellement retenue dans un cercle magique. De retour en ville, Danzo et Kan se réveillent le lendemain matin, et ils sont tous les deux extrêmement choqués lorsqu'ils voient l'atelier que Kurt a réussi à construire. Il a même eu le temps d'installer des arbres et des haies. Je n'ai aucune idée de comment il a fait pour les faire pousser en une seule journée, mais pendant que les autres sont stupéfaits, Liz est occupée à fantasmer sur le fait de se marier avec Kurt et de vivre ici avec lui pour le reste de sa vie. Juste à ce moment-là, Kurt sort pour saluer tout le monde et les invite à entrer. Il leur fait une petite visite de la maison, y compris l'entrée principale, les 2 sous-sols et le système de purification d'eau qu'il a créé avec des gemmes magiques. Il a également fait des chambres pour tout le monde et une pièce spéciale pour le maître de l'atelier. Mais en parlant de cela, Ulycia ne lui a toujours pas dit qu'il sera le maître de l'atelier. Elle ne veut toujours pas dire à Kurt qu'il est le maître ici, alors elle invente une excuse sur le fait que le maître de l'atelier est occupé, et essaie ensuite de changer de sujet en demandant à Kurt où est sa chambre. Mais l'estime de soi de Kurt est si basse qu'il ne pense pas mériter une chambre, puisque tout ce pourquoi il est bon, c'est faire des corvées. Il avait prévu de simplement dormir dans un placard à balai, mais tout le monde refuse immédiatement que cela se produise. Ils disent à Kurt d'utiliser simplement la chambre qu'il a faite pour le maître de l'atelier, puisque personne ne l'utilise pour l'instant, mais il leur faut 2 heures entières pour le convaincre d'accepter. En aparté, Ulycia demande à Kurt s'il peut installer une barrière autour de la maison pour repousser les malédictions, mais Kurt n'a jamais essayé de faire une barrière auparavant, donc il n'est pas sûr de pouvoir le faire. Dans ce cas, Ulycia va devoir se contenter des sorts de barrières que Mimiko a préparés à l'avance. Donc, elle passe toute la nuit à les installer autour de la maison. Le dernier seau doit être placé directement devant la chambre de Liz, dont Ulysse s'y rend pour l'accrocher. Mais lorsque Liz entendit pas devant sa porte, elle pense que Kurt essaie de se faufiler dans sa chambre. Elle se précipite pour l'accueillir à bras ouverts, mais quand elle voit Ulycia, elle est vraiment déçue car elle avait hâte de passer la nuit au lit avec Kurt. Ulycia lui dit d'arrêter de penser à des choses bizarres et avertit de ne pas profiter de l'innocence de Kurt, car avec son désespoir d'être utile, si elle lui demandait de la tirer en arrière, il le ferait probablement. Le lendemain matin, Kurt prépare le petit déjeuner pour tout le monde, lorsque Liz sort en ne portant rien d'autre qu'un tablier. Ulycia lui crie dessus pour avoir essayé de corrompre Kurt, mais Liz dit que c'est bon, car elle porte en fait des vêtements en dessous. Quoi qu'il en soit, une fois le petit déjeuner prêt, tout le monde s'assoit pour manger, et ils aiment tous la nourriture que Kurt a préparée. Mais en parlant de Kurt, Ulycia demande pourquoi il n'est pas là avec eux. Elle se souvient d'avoir entendu Kurt dire qu'il voulait faire un peu de ménage, car quelqu'un a dessiné des graffitis sur les murs du manoir. Ulycia réalise immédiatement qu'il parlait probablement des sorts de barrières qu'elle a installés. Normalement, il ne devrait pas être possible de les essuyer avec un chiffon, mais c'est de Kurt dont on parle, donc elle se précipite pour l'arrêter. Malheureusement, elle est trop tard, car Kurt a déjà essuyé tous les sorts de barrières et il pense toujours que c'était juste des graffitis ordinaires, puisqu'Ulycia ne lui a jamais parlé de la tentative d'assassinat par malédiction sur Liz. Maintenant, Liz est complètement vulnérable aux malédictions à nouveau, et Mimiko n'est pas là pour faire de nouveaux sorts de barrières, donc Ulycia ne sait pas quoi faire. C'était la fin de l'épisode 4, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.